Alors, rebonjour à tous. Je viens en soutien des cours qui vous sont donnés en visio, refaire une petite aparté sur voilà, le coaching, en tout cas comment nous on peut utiliser la réflexologie. Nous, c'est bien bioréflexologie relationnelle, donc on est toujours un peu plus curieux que la moyenne. Alors souvent on nous dit, enfin vous me dites, hein, vous me ramenez à vous, oui mais je me sens pas forcément légitime de poser des questions aux personnes qui viennent en cabinet. C'est vrai que suivant les histoires, il y en a des plus lourdes que d'autres. Et effectivement, il faut pouvoir faire face quand on pose une question, il faut pouvoir faire forcément face à la réponse. Et bien, c'est là que je vous invite à revoir les choses sous un autre angle, pardon. Nous ne sommes pas des psys, on le sait. En revanche, quelqu'un qui arrive chez nous et qui se plaint d'une douleur ou autre, il est évident que on a besoin, pour nous choisir aussi le traitement qui sera le plus adapté pour stimuler les zones réflexes ou les points ou les interrelations. Il faut quand même qu'on puisse poser des questions, savoir où elle en est la personne pour justement être au plus juste. Donc ça passe par effectivement poser des questions. Quelquefois, vous n'en aurez même pas besoin puisque les gens vont arriver directement au cabinet et vont vous balancer le linge sale et bah faudra bien faire avec. Donc il faut vous préparer à cette éventualité. Moi, je sais que quand j'ai commencé, quand j'ai vraiment débuté, je pensais au départ vraiment commencer la réflexologie pour que soulager des douleurs ou des choses comme ça. Je pensais pas du tout que derrière les douleurs, il pouvait y avoir une histoire. Sincèrement, je ne le savais pas. C'est vraiment la résultante de l'expérience. La formation aussi que j'avais fait sur Lille à l'école de la métaréflexologie, où mon professeur Arlette Lefebvre était quand même très imprégnée sur les ressentis des personnes par rapport à leur maladie ou leur douleur. Donc j'ai quand même eu un bon enseignement de ce côté-là. J'ai eu un bon départ qui m'a permis effectivement d'expérimenter en cabinet et de me faire forcément la main. Je ne vais pas vous dire que quelquefois il y a eu des révélations qui ne m'ont pas perturbée parce que ce serait vous mentir et vous y passerez de toute façon. Il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Euh, Est-ce que c'est bien grave pour autant? Ben, je ne crois pas. Ce qu'il est important de retenir dans tout ça, c'est que même si on vous pose une question ou que vous posez une question dont vous n'avez pas la réponse ou vous n'avez pas, selon vous, la bonne attitude face à ça, ben, c'est tout simplement que vous êtes des thérapeutes qui sont humbles, que vous reconnaissez votre métier comme quelque chose qui est apparenté au bien-être, à apporter vraiment du mieux à la personne, du réconfort, etc. et du soutien. Et le soutien, ça passe quelquefois par dire à la personne, ben, je pense qu'avec ce que vous venez de me raconter, ça ne doit pas être évident, mais par contre, il existe des techniques, des méthodes qui peuvent vous soulager. Moi, je me souviens, par exemple, typiquement d'une personne qui était venue dans mon cabinet. C'était parti d'une gestion du stress toute banale. C'était même pas la personne qui avait pris rendez-vous pour elle. C'était un membre de sa famille. Et quand je reçois cette personne-là en cabinet, elle me sort des choses en lui posant vraiment des questions, c'est-à-dire qu'elle avait une perturbation en se rendant au travail, c'était compliqué pour elle. Elle faisait des malaises chaque jeudi. Je vais vous dire chaque jeudi parce que c'est pas vraiment ce jour-là, mais peu importe. Euh, je lui demande si ça se passe bien au travail. Elle est absolument heureuse de son travail. Elle aime vraiment ce qu'elle fait. Donc là, je me dis, il y a un truc qui cloche quand même. Et puis, petit à petit, j'avance la question. Donc, je referme un petit peu l'entonnoir sur mes questions. Et elle finit par me dire qu'effectivement, il s'est passé quelque chose sur son lieu de travail qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans cet état-là. Donc, bah, la première chose que j'ai fait, c'est déjà de discuter avec elle, de la calmer, parce qu'elle a beaucoup, voilà, elle a beaucoup pleuré. Euh, Elle a fait aussi une crise d'angoisse en cabinet. Donc, bien évidemment, vous allez me dire qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Sandrine à ce moment-là. Eh bien, moi, je m'en suis rendue à mes médecins. C'est-à-dire que j'ai appelé mon cabinet de médecins qui était à côté de chez moi. J'ai expliqué la situation et j'ai demandé quelle était la meilleure façon de l'aider. J'ai eu des bons conseils des médecins que j'ai suivis. J'ai ensuite rédigé un courrier à son médecin traitant. J'ai appelé le cabinet pour qu'elle puisse avoir un rendez-vous rapidement parce que la première des choses à faire, c'était qu'elle soit revue par son médecin. C'était vraiment le seul qui pouvait la mettre hors de danger, c'est-à-dire lui proposer un arrêt de travail si besoin, un traitement pour gérer ses crises d'angoisse. Pardon. Mais tout ça, vous voyez,
ça n'aurait pas été possible si moi je n'avais pas posé les questions. Donc poser les questions, c'est pas forcément s'inventer psychologue, c'est pas ça. La psychologie, ça résulte d'un certain nombre de comportements, d'apprentissage dans la vie de l'enfant, du jeune adulte, qui consiste à avoir des bases solides pour appréhender la vie. C'est ça la psychologie, la psychanalyse, etc. C'est vraiment d'essayer de voir où il y a eu des traumatismes, où il y a eu des manquements, et de pouvoir renforcer la personne sur une histoire, sur une traumatique, et l'aider à passer ce pont-là. Poser des questions, ça peut nous permettre de dire, là, il y a un loup. Et là où il y a un loup, il faut vraiment que la personne, elle se fasse aider. Donc, si nous, on ne pose pas la question, eh bien, peut-être que la personne ne se dira jamais, il faut que j'aille voir un psy, ou il faut que je me rapproche de mon médecin. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous posez une bonne question, vous permettez peut-être à la personne d'être aussi extrêmement bien orientée. Il y a des choses sur lesquelles vous pourrez toujours aider. De la même façon que quand quelqu'un vous confie quelque chose, il se peut que vous, dans la même tonalité, vous ayez vécu quelque chose comme ça. Jamais dire j'ai vécu la même chose, ce n'est pas votre histoire, qu'on soit bien d'accord. Par contre, vous pouvez dire j'ai vécu une situation similaire, voilà moi ce que j'ai expérimenté qui m'a permis ça a permis en tout cas de m'aider, et vous pouvez toujours le soumettre et le proposer. La personne a toujours le libre arbitre. Moi j'ai toujours les conseils, on en prend une partie, un petit peu, beaucoup, passionnément, la folie, c'est comme vous voulez. Peu importe, le tout c'est que la personne, elle aille mieux. Et si ça passe pas par vous parce que ce n'est pas votre compétence, eh ben c'est pas grave non plus. Mais vous aurez déjà fait un sacré bout de chemin avec la personne. Voilà, ça c'était pour la partie du coaching, et oser poser les questions, c'est oser mettre aussi la personne, la révéler aussi à elle-même, peut-être aussi de comprendre qu'elle a été peut-être victime aussi de quelque chose, et que on n'est pas obligé de rester victime toute sa vie, on peut se faire aider. Il y a des gens qui ont étudié, des gens qui se sont levés un jour en disant moi je veux aider ça ou soigner ça, et qui le font très bien, donc tant mieux, et on n'a pas de souci particulier avec ça. Moi il m'arrive de collaborer avec plusieurs médecins, que ça soit quand j'étais dans le Nord ou même ici à La Rochelle. Même j'ai même des psychologues quelquefois qui m'appellent parce qu'on suit les mêmes clients et qui me demandent comment je suis arrivée à telle conclusion, parce qu'eux n'ont pas vu ça, mais par contre pour le coup c'était extrêmement pertinent. Moi je dis merci la médecine chinoise, parce qu'elle nous aide quand même bien, même si c'est pas de la psychologie, ça nous permet de reconnaître un sentiment. Et là je fais le petit pont où à ce moment-là je vous parle de l'émotion et du sentiment, qui sont deux choses différentes. Je m'explique. Je reprends mes esprits. Une émotion, on n'en a pas qu'une évidemment, on a un véhicule d'émotion qui nous permet de nous adapter à n'importe quelle situation. C'est-à-dire, je vais partir d'une émotion qui est sympa. Vous ouvrez un cadeau parce qu'on vous offre quelque chose, un présent. Vous l'ouvrez, vous êtes content, satisfait, hyper heureux, etc. Attends, je m'épose. Pardon. Donc je recommence, excusez-moi, j'ai une petite livraison de pancakes et un jus d'orange, c'est trop mignon. Donc je reviens à l'émotion. Quelqu'un m'offre un présent. Je déballe, je prends mon temps parce que le paquet il est très beau, très beau, très beau. J'ouvre et là, j'ai une émotion. Déjà, je suis hyper contente parce que la personne a pensé à moi et m'offre un cadeau. 2, peut-être que je suis surprise aussi parce que elle est pile dans le mille, elle m'a offert quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc en plus, je suis touchée. Donc tout ça, c'est un, comment je pourrais dire, un feu d'artifice d'émotion. Voilà, pour le coup, c'est positif, évidemment. Quand une émotion arrive en négatif, c'est-à-dire quelqu'un me dit quelque chose auquel je ne m'attends pas, je peux être effectivement KO debout, hébété, ou je peux être très très en colère parce que sur le moment je trouve que c'est pas normal qu'on me le dise comme ça, ou de ce ton-là, par exemple, ou on m'apprend un deuil. Je vais pas avoir le chagrin tout de suite, je vais déjà avoir la première phase de l'émotion, c'est quoi? Non mais c'est pas vrai ce que tu me dis là. Ça c'est une émotion, ce n'est pas un sentiment. L'émotion, à imaginer que l'émotion est une balle à rebond, je précise bien à rebond. L'émotion est là, vous la vivez sur l'instant T, c'est ce qui permet de vous adapter dans n'importe quelle situation. D'accord? La balle, une fois que l'émotion a eu lieu, pouf, vous la lâchez par terre et vous la faites rebondir. Elle va passer par plusieurs états, c'est-à-dire qu'elle va avoir plusieurs rebonds. Et au moment où elle va se stabiliser à un endroit, ça, c'est le sentiment. C'est ce qu'on appelle le sentiment. Une émotion et un sentiment, ce sont vraiment deux choses différentes. L'émotion, c'est tout de suite maintenant, et le sentiment, c'est la résultante du rebond, de plusieurs rebonds de la balle par lequel vous êtes passé. Donc, les rebonds de la balle, ça pourrait être l'état émotionnel par lequel vous êtes passé, jusqu'à la stabilisation de la balle par terre, où là,
siégera le sentiment. Et on va peut-être avoir une émotion de grosse colère sur le moment, et peut-être qu'à la fin du rebond, ce qui restera de cette émotion-là, une fois que ça aura fait le tour de la question dans votre tête, c'est peut-être de la trahison. Peut-être que ce sera un sentiment d'injustice. Et c'est là où il faudra traiter. Après, il y a aussi une autre possibilité qui est bien plus honorable, mais on y passe rarement avec ce sentiment-là. C'est-à-dire de dire, je vis quelque chose de difficile et à distance, je dis next, je m'en fous, je passe à autre chose. Pardon. Excusez-moi, je reprends parce qu'il a fallu que je goûte du coup les pancakes. Donc je reprends, je disais qu'il y a aussi une autre possibilité à distance, c'est au moment où la balle a fait tous ses rebonds, c'est-à-dire je vis de la colère, ça va rebondir, donc je vais passer un peu par tous mes états. La balle va se figer quelque part, ce sera mon sentiment, et mon sentiment, ça peut être aussi next. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire vous vous détachez complètement de l'émotion première, vous en fichez, vous passez à autre chose. Ça, c'est la meilleure solution à avoir, mais il est très très rare. Il est très très rare d'en arriver là du premier coup. Et la plupart du temps, c'est plus on est attaché à quelque chose, un événement, à une situation, à une personne, n'importe quoi, plus forcément le rebond ira loin et sera empreint d'un sentiment qui va s'asseoir pour longtemps avant de passer voilà, au pardon ou peut-être à la résilience, chose que j'ai déjà expliquée dans des vidéos précédentes. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris la différence entre une émotion et un sentiment, puisque nous, quand on travaille avec nos loges, on travaille sur des émotions, mais ce qu'il faut trouver, c'est pas l'émotion du début, c'est vraiment finalement le sentiment qui a fini par s'asseoir dans un fauteuil et qui est là bien confortable et qui n'est pas prêt de bouger. Et ça, la seule façon d'y arriver et de venir perturber un petit peu cette assise, c'est de remettre la personne en face de la réalité, c'est-à-dire en face de l'événement, en face de sa traumatique, en face de son incapacité à gérer émotionnellement ce problème-là. Et voir comment on peut déverrouiller cette situation parce que quelquefois, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, quelquefois, il s'agit d'avoir un paquet de problèmes. Moi, ce que je propose, c'est que je retourne une feuille sur mon bureau et je dis à la personne de stabiliser toutes les choses qui l'inconfortent en ce moment. Et ensuite, de créer un podium ce que j'appelle moi le podium des emmerdes. C'est-à-dire, en 1, voilà ce qui m'embête le plus. En 2, voilà ce qui m'embête le plus. Et de dire à la personne, voilà, quelle est la chose, selon vous, que vous pouvez assez rapidement et aisément abandonner sur cette fiche-là? Est-ce qu'il y en a un? Quelquefois, les gens vont dire le premier. Donc, c'était la valeur la plus grande. Donc, si la valeur la plus grande saute, la plupart du temps, le reste, ça s'écoule tout seul. Et bien souvent, on appelle ça une constellation de conflits. C'est-à-dire qu'un conflit, un sentiment qui s'est installé est relié à plusieurs choses. Si je pardonne ce conflit-là, je me pardonne à un moment de l'attitude ou à l'autre, par exemple, eh bien, bizarrement, il y a tous les autres verrous qui sautent. Ce qui serait aussi intéressant, je ne sais pas si je l'ai dit, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous ferez le tri dans tout ça. Quelquefois, une personne va vivre un sentiment de trahison à distance et quelquefois, c'est quelque chose qu'elle a déjà connu avant. Et c'est pour ça que c'est un impact des fois beaucoup plus fort après. C'est la façon de revivre un événement. C'est un petit peu comme si vous aviez une plaie et qu'on vous remet à chaque fois, je sais pas moi, de l'alcool dessus, ça pique. Ben là, c'est à peu près pareil, sauf qu'au bout d'un moment que ça fasse pique, ça reste quand même quelque chose d'assez intolérable. Donc c'est toujours intéressant, une fois qu'on a corrigé la première peau, la première petite blessure, on va dire, c'est d'aller dans les souterraines, de dire est-ce que vous avez déjà vécu un événement où vous avez ressenti ce genre d'émotion-là, et vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ça? Parce que quelquefois, c'est à la surface, on va vite pouvoir réparer. Par contre, ce qui est vraiment très très en profondeur, ça va mettre un peu plus de temps parce que c'est quelque chose qui est passé déjà d'il y a plus longtemps. Peut-être qu'aussi on est dans un âge où on ne pouvait pas se positionner comme un adulte, où on prend une décision, et etc., etc. Donc voilà, toujours aussi essayer de revenir, de bien verrouiller quand on a sorti un sentiment et qu'on a mis le doigt dessus, bien revenir en arrière et dire voilà, est-ce que profondément il y a quelque chose qui a déjà eu lieu comme ça? C'est peut-être pas la même histoire, mais la même émotion, le même sentiment qui s'est figé. Si c'est oui, eh ben, il faudra revenir sur toutes ces petites parties-là. Et puis la plupart du temps, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Juste le fait que la personne prenne conscience de ça, tout le monde n'est pas en étude sur lui. Tout le monde ne réfléchit pas à sa façon de réagir, etc. Mais plus vous vous interrogerez sur votre façon de réagir par rapport à telle ou telle situation, plus vous serez honnête avec vous-même. Et être honnête avec soi-même, c'est pas forcément régler le problème, c'est des fois dire
ben là, j'en suis pas capable. Je ne sais pas comment faire. Je n'y arrive pas. Et rappelez-vous aussi d'une chose, il faut toujours un émetteur et un récepteur. Vous pouvez toujours être émetteur. En face, s'il n'y a pas le récepteur, ça ne marche pas. Et peut-être que le récepteur, un jour, deviendra émetteur. Et peut-être que c'est vous qui ne serez pas en capacité de réceptionner ou que pour vous, ben, la balle du rebond, ce sera fini, ce sera un ex. Ça, c'est extrêmement difficile aussi. Donc, il faut savoir que quelquefois, malgré toute notre bonne volonté à communiquer, eh bien, on n'est pas toujours dans l'obligation de tout réussir et d'arriver à tout régler. Mais vraiment, l'idéal, et je vous le dis encore, c'est d'être bien à l'intérieur de vous et de vous dire à chaque fois que vous prenez une décision pour vous, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste pour moi? Pas pour les autres, pas pour ceux qui vous entourent, pas pour vos enfants, etc., etc. Pour vous, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste pour moi? La décision que je suis en train de prendre, est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis alignée tête, cœur, trip avec ça? Si c'est le cas, foncez, parce que là, vous êtes vraiment sur la voie du bien-être. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé au niveau du coaching. En tout cas, vous me l'avez demandé. Donc, c'est certainement que vous en avez encore un petit peu besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.